Elle peut à peine s'habiller elle-même, a sangloté ma belle-mère au tribunal. Je suis resté calme. Le juge a retiré ses lunettes et a dit, « Vous pensiez vraiment que personne ne vérifierait ?» Son avocat est devenu pâle. Ma belle-mère s'est figée. Elle ne sait même pas quel jour nous sommes, votre honneur. Elle peut à peine s'habiller elle-même. Ma belle-mère a dit cela sans ciller. Elle était assise à 3 pieds de moi dans cette salle d'audience, portant la carte de crédit de mon père décédé à son poignet. Une montre Cartier qu'il lui avait achetée il y a 2 Noëls, et elle disait à un juge que j'étais mentalement incompétente. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. J'ai croisé mes mains sur mes genoux et j'ai compté silencieusement. 14. C'était le nombre de jours qui lui restait avant de perdre tout ce qu'elle avait volé à ma famille. Soyez honnête avec moi. Avez-vous déjà été assis dans une pièce remplie de gens qui étaient censés vous aimer et regarder chacun d'entre eux croire à un mensonge à votre sujet? Laissez un commentaire si vous connaissez ce sentiment exact. Je veux savoir combien d'entre nous sont passés par là. Parce que ce matin-là, dans la salle d'audience 4. B de la cour des successions du comté de Harris à Houston, au Texas, j'étais entouré de personnes qui portaient mon nom de famille, et pas une seule d'entre elles n'était de mon côté. Ma belle-mère, Diane, était dans ma vie depuis que j'avais 11 ans. Elle a épousé mon père 8 mois après le décès de ma mère d'un cancer du pancréas. Elle est arrivée avec des mèches blondes, une licence d'agent immobilier qu'elle n'a jamais utilisée, et un sourire qui pourrait charmer la peau d'un serpent. Mon père, que Dieu ait son âme, était un homme bon qui se noyait dans le chagrin. Et Diane lui a jeté une corde qui s'est avérée être une laisse. Pendant 17 ans, elle l'a dirigé. Elle l'a isolé de son frère, de ses amis d'université, de quiconque aurait pu lui dire la vérité, à savoir que Diane ne l'aimait pas. Diane aimait son portefeuille. Elle aimait la maison de 4 chambres à River Oaks. Elle aimait la maison au bord du lac à Conroe. Elle aimait les dividendes trimestriels de la fiducie immobilière commerciale que mon grand-père avait bâtie à partir de rien en 1974. Et puis, il y a 14 mois, mon père a eu un accident vasculaire cérébral. Il est décédé à l'unité de soins intensifs de Houston Methodist à 6.47 un mardi matin. Je lui tenais la main. Diane était dans la salle d'attente, sur son téléphone, appelant son conseiller financier. J'ai découvert 3 choses dans la semaine qui a suivi ses funérailles. Premièrement, mon père avait mis à jour son testament 18 mois avant de mourir. Il a laissé la maison à Diane, mais la fiducie, soit environ 4,2 millions de dollars en propriété commerciale et en compte d'investissement, il me l'a laissé entièrement. Deuxièmement, Diane était au courant de ce changement depuis exactement 4 mois parce qu'elle avait fouillé dans son bureau pendant qu'il était à un rendez-vous de cardiologie et avait trouvé le projet de document. Troisièmement, et c'est ce qui a tout changé, Diane avait passé ces 4 mois à siphonner lentement de l'argent du compte d'exploitation de la fiducie. Pas des sommes énormes. 5 000 ici, 8 000 là. Assez pour financer un style de vie dont elle savait qu'il allait se terminer, mais pas assez pour déclencher un audit automatique. Au moment où mon père est décédé, elle avait transféré un peu plus de 310 000 dollars sur des comptes que je ne pouvais pas voir. Voici ce que la plupart des gens feraient. La plupart des gens crieraient. La plupart des gens engageraient un avocat, déposeraient une plainte, publieraient sur les réseaux sociaux et appelleraient chaque membre de la famille dans l'annuaire. La plupart des gens réagiraient. Et c'est exactement ce sur quoi Diane comptait parce que Diane n'a pas seulement volé de l'argent. Diane avait un plan. Si je réagissais émotionnellement, si je portais des accusations, si je m'effondrais devant la famille, elle pointerait mon comportement du doigt et dirait, « Voyez, elle est instable. Elle est paranoïaque. Elle n'est pas apte à gérer une fortune. Elle avait besoin que j'aie l'air folle. » C'était la deuxième phase du vol. D'abord, on prend l'argent, ensuite on prend la crédibilité. Sans crédibilité, personne ne vous croit quand vous dites que l'argent a disparu. C'est une tactique tirée directement du manuel du narcissique. Il ne se contente pas de vous blesser. Il s'organise pour que, lorsque vous essayez de le dire à quelqu'un, vous ayez l'air insensé. Alors, je n'ai pas réagi. J'ai fait le contraire. Je suis devenu invisible. J'ai quitté l'appartement que mon père m'aidait à payer pour emménager dans un studio à Montrose qui coûtait 800 dollars par mois. Je conduisais ma Civic de 10 ans. Je portais des jeans et des t-shirts. Je n'ai dit à personne ce que j'avais trouvé. Je suis allé au dîner de famille.
J'ai souri à Diane de l'autre côté de la table. Je l'ai laissé tapoter ma main et dire, « Ton père aurait voulu que nous restions proches, ma chérie. » Et chaque soir, après que tout le monde soit rentré chez soi, je m'asseyais à ma table de cuisine avec un ordinateur portable et une tasse de café noir. Et je traçais chaque dollar qu'elle avait touché. Voici ce que Diane ne savait pas de moi. Elle pensait que j'étais une analyste de niveau intermédiaire dans un cabinet comptable. Travail ennuyeux, fille ennuyeuse, vie ennuyeuse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé 6 ans à effectuer des audits médico-légaux pour un cabinet spécialisé dans la détection des fraudes. J'avais aidé l'administration fiscale à monter des dossiers contre des personnes bien plus intelligentes que Diane. Toute ma carrière consistait à suivre l'argent à travers des couloirs sombres jusqu'à ce que je trouve la pièce où il se cachait. Elle ne volait pas une fille en deuil. Elle volait quelqu'un dont c'était le métier. Mais j'avais besoin de plus que des preuves. J'avais besoin qu'elle se pende avec sa propre corde. Je l'ai donc laissé continuer à voler. J'ai surveillé les transferts en temps réel. J'ai documenté chacun d'entre eux avec des horodatage, des adresses IP et des identifiants d'appareils. J'ai recoupé les comptes de destination avec les enregistrements de sociétés au Nevada, au Wyoming et au Delaware. Elle avait mis en place 3 sociétés écrans, toujours 3, comme il l'enseigne dans ses séminaires d'escroquerie. L'une s'appelait Bluebird Property LLC. Une autre était Golf Horizon Consulting. La troisième, et celle-là m'a presque fait rire, s'appelait Legacy Asset Management. Elle a nommé son véhicule de vol Héritage. L'ironie était si forte qu'on pouvait s'en étouffer. Pendant 5 mois, j'ai observé, j'ai compilé. J'ai constitué un classeur qui ferait pleurer de joie un procureur fédéral. Et j'ai attendu. Puis Diane a agi. Elle a déposé une requête pour une mise sous tutelle d'urgence, affirmant que j'étais mentalement incapable et inapte à gérer la fiducie. Elle a fait venir un psychologue, un homme nommé Dr Edwin Marsh, qui s'est avéré être le partenaire de golf de son petit ami. Il a soumis un rapport qu'il avait écrit sans jamais m'examiner. Il m'a diagnostiqué avec un trouble dissociatif sévère et un déclin cognitif en se basant sur ce que Diane lui avait dit au téléphone. Au téléphone, il ne m'a jamais rencontré. Il ne m'a jamais testé. Il a rédigé un diagnostic clinique d'une femme qu'il n'avait jamais vue, en se basant sur la parole de la femme qui était en train de la dépouiller. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la salle d'audience 4. Un mercredi matin de janvier, écoutant ma belle-mère me décrire comme si j'étais un appareil électroménager cassé qui devait être débranché. Elle a manqué des paiements de factures, a déclaré Diane au juge Alderman, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait préalablement froissé dans son sac à main pour les faits. Elle oublie des conversations. Elle m'appelle à 2:00 heure du matin, confuse quant à l'endroit où elle se trouve. Je suis terrifié pour elle, votre honneur. J'ai fait une promesse à son père que je m'occuperais d'elle, et j'ai l'intention de la tenir. Derrière elle, le public était au complet. La sœur de mon père, tante Colette, était là avec ses 2 filles. Une femme que je ne reconnaissais pas, et dont j'ai appris plus tard qu'elle était la coiffeuse de Diane, était venue uniquement pour occuper un siège. Elle hochait toute la tête comme si elle regardait une conférence. Diane les travaillait depuis des mois par des appels, des déjeuners et des messages vocaux larmoyants sur son inquiétude à mon sujet. Elle avait transformé ma famille en public, et maintenant elle leur offrait la performance de sa vie. Son avocat, un homme nommé Curtis Hamley dans un costume une taille trop petit, s'est levé et s'est adressé au tribunal. Votre honneur, nous demandons la nomination immédiate de Madame Diane Callaway en tant que tutrice temporaire de la succession de feu Robert Callaway, spécifiquement pour la fiducie familiale Callaway. Afin d'éviter une détérioration financière supplémentaire causée par l'incapacité de la partie adverse à gérer ses affaires. Le juge Alderman m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Il était au début de la soixantaine, les cheveux argentés, avec le genre de visage qui avait vu 1000 menteurs et qui était fatigué de chacun d'entre eux. Mademoiselle Callaway, a-t-il dit. Ce sont des allégations sérieuses. Votre belle-mère prétend que vous êtes incapable de prendre soin de vous-même ou de gérer vos finances. Comment répondez-vous? La pièce est devenue silencieuse. Diane s'est penchée en avant. Curtis a cliqué sur son stylo. Tante Colette a retenu son souffle. Ils attendaient tous l'effondrement. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient de la confusion. Ils voulaient la petite fille impuissante que Diane avait décrite. Je me suis levé lentement. J'ai boutonné mon blazer.
J'ai regardé directement Diane. Pas le juge, pas le public, elle. J'ai soutenu son regard pendant 3 secondes complètes sans ciller. En psychologie, on appelle cela une démonstration de dominance. C'est ce que vous faites quand vous voulez que quelqu'un sache au plus profond de lui que vous n'avez pas peur. Puis je me suis tourné vers le juge et j'ai dit, « J'écoute, votre honneur. Je veux juste m'assurer que ma belle-mère a terminé. Je ne voudrais pas l'interrompre alors qu'elle est encore sous serment. » La lèvre de Diane a tremblé. Ce fut rapide, 1/4 de seconde, mais je l'ai vue. Elle a senti le sol se dérober. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle l'a senti. Curtis s'est repris rapidement. Votre honneur, nous avons de la documentation, des dossiers financiers montrant un modèle de négligence et de mauvaise gestion. Il a remis un dossier à l'huissier. Le compte d'exploitation de la fiducie a perdu plus de 310 000 $ au cours des 11 derniers mois. Des transferts exposés vers des entités inconnues. Aucune surveillance, aucun dépôt de documents. Si ce n'est pas une preuve d'incapacité, je ne sais pas ce que c'est. Le juge Alderman a feuilleté les pages. Son expression n'a pas changé, mais son stylo a cessé de bouger. C'est un signe. Quand un juge arrête d'écrire, cela signifie que quelque chose a attiré son attention. Diane est intervenue, incapable de s'en empêcher. Elle ne vérifie même pas ses relevés, votre honneur. J'ai dû découvrir cela moi-même. 300 000 $ disparus. Et elle n'en avait aucune idée. Quel genre de personne perd autant d'argent sans s'en apercevoir? Le public a murmuré. Tante Colette a chuchoté quelque chose à sa fille. Gérald a secoué la tête. Dans leur esprit, l'affaire était déjà classée. Pauvre fille incompétente. Heureusement que Diane était là pour sauver la situation. J'ai laissé le silence s'installer pendant exactement 5 secondes, assez longtemps pour que la pièce se fige dans ses suppositions. Assez longtemps pour que Diane se sente en sécurité. Puis j'ai dit, votre honneur, puis-je m'approcher du tribunal? Le juge Alderman a fait un signe de tête. J'ai pris un classeur noir sur la table. Il était épais, peut-être 200 pages. J'avais mis des onglets avec des drapeaux colorés. Rouge pour les dossiers financiers, bleu pour l'expertise numérique, vert pour les enregistrements de société, jaune pour le parjure. Je n'ai pas simplement perdu la trace de 310 000 $, votre honneur, ai-je dit en plaçant le classeur devant lui. J'ai regardé chaque dollar partir. Je sais exactement où il est allé, quand il est parti et qui l'a envoyé. Le visage de Diane n'a pas bougé, mais s'est minci. Elle a agrippé le bord de la table si fort que ses articulations sont devenues blanches. Je me suis tourné vers le premier onglet rouge. Voici les confirmations de virement bancaire du compte d'exploitation de la fiducie, ai-je expliqué. Au cours des 11 derniers mois, 47 transferts individuels ont été effectués vers 3 sociétés à responsabilité limitée distinctes. Bluebird Property, Golf Horizon Consulting et Legacy Asset Management. J'ai marqué une pause et j'ai regardé Diane. Les 3 sociétés ont été constituées au Wyoming en utilisant un service d'agent enregistré. Les documents de constitution mentionnent un prête-nom comme directeur, mais le bénéficiaire effectif, la personne qui contrôle réellement les comptes bancaires, figure dans le dossier confidentiel du secrétaire d'État du Wyoming. Curtis était debout. Objection, votre honneur. Ceci est hors du champ de. J'ai continué. Le bénéficiaire effectif de ces 3 sociétés écrans est Diane Marie Callaway, ma belle-mère. La femme assise juste là, vous demandant de lui donner le contrôle de l'argent qu'elle a déjà commencé à voler. La salle d'audience a explosé. Tante Colette a eu un hoquet de surprise assez fort pour raisonner. Gérald s'est penché en avant sur son siège. La coiffeuse de Diane avait l'air de vouloir disparaître. Curtis disait quelque chose, mais personne n'écoutait. C'est un mensonge, a lancé Diane, perdant son calme pour la première fois. Elle a fabriqué cela. Elle délire. C'est exactement ce que je vous disais. Elle est paranoïaque et elle invente des choses. Le juge Alderman a levé la main. La pièce est devenue silencieuse. Il a regardé Diane avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas un choc. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser qu'il était utilisé comme une arme. Il s'est tourné vers moi. Continuez, mademoiselle Callaway. Je suis passé à l'onglet bleu.
Voici les journaux IP de chaque transfert, ai-je dit. Chaque transfert provenait du même appareil, un ordinateur portable Dell Inspiron enregistré sur le réseau domestique au 1847 Willow Creek Lane. C'est l'adresse du domicile de ma belle-mère, la même maison que mon père lui a laissée dans son testament. C'est. Urti a essayé à nouveau. Votre honneur, cette preuve n'a pas été correctement. Je suis passé à l'onglet vert et j'ai continué parce que je n'avais pas fini, et Curtis le savait. Voici les relevés bancaires des 3 sociétés écrans. Vous remarquerez un modèle. L'argent provient de la fiducie, reste là pendant 30 à 60 jours, puis est transféré à nouveau vers un compte de courtage personnel chez Charles Schwab. Ce compte de courtage est détenu conjointement par Diane Callaway et un homme nommé Trevor Fisk. J'ai regardé Diane. Voudriez-vous dire au juge qui est Trevor Fisk ou dois-je le faire? Diane n'a rien dit. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau. Trevor Fisk, ai-je poursuivi, est un agent immobilier basé à Galveston. Lui et ma belle-mère entretiennent une relation depuis environ 3 ans. Elle a commencé alors que mon père était encore en vie, pendant qu'il se remettait de son premier épisode cardiaque. En fait, j'ai des reçus d'hôtel, des relevés de messages textes obtenus par voie légale et un contrat de location pour un appartement en bord de mer à Galveston, co-signé par les deux. Un appartement acheté avec l'argent volé à la fiducie de mon père. Le public était complètement silencieux, mais ce n'était pas le silence inconfortable de tout à l'heure. C'était le silence de personnes qui recalculaient tout ce qu'elles pensaient savoir. Tante Colette avait les larmes aux yeux. Elle ne regardait pas Diane, elle me regardait moi. Et pour la première fois en plus d'1 an, elle avait l'air honteuse. Le juge Alderman a fermé le classeur. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Puis il s'est tourné vers Diane et Curtis avec un regard qui aurait pu geler le golfe du Mexique. Madame Callaway, a-t-il dit d'une voix basse et contrôlée. Avez-vous déposé cette requête de mise sous tutelle en sachant que c'était vous qui effectuiez ces transferts? Curtis a saisi le bras de Diane. Ne répondez pas à cela. Mais Diane était en pleine déroute. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Ce n'est pas ce que l'on croit, a-t-elle lâché. Je gérais les fonds. Robert m'a dit de le faire. Il m'en a donné l'autorité avant de mourir. Il voulait que je le fasse. Il ne l'a pas fait, ai-je dit. Et je peux le prouver. J'ai ouvert l'onglet jaune. C'était la partie que j'avais gardée en réserve. Celle qui transformait une affaire civile en affaire criminelle. Ma belle-mère a soumis un document à ce tribunal dans le cadre de sa requête, ai-je dit. Page 14 de son dépôt initial. C'est une lettre prétendument écrite par mon père accordant à Diane une large autorité sur la fiducie. Elle est datée de 3 mois avant sa mort et porte sa signature. Curtis est devenu livide. Il savait ce qui allait arriver. J'ai fait analyser cette lettre par un expert en examen de documents médico-légaux agréés, ai-je continué. Le rapport de l'expert se trouve dans ce classeur. La signature est une copie numérique. Elle a été extraite d'un autre document, une déclaration de taxe foncière de 2023, et collée sur la lettre à l'aide d'un logiciel de retouche d'image. Les métadonnées du fichier PDF de la lettre montrent qu'elle a été créée 4 jours après le décès de mon père sur un ordinateur enregistré au cabinet d'avocat de Curtis Hamley. Curtis a frappé la table de sa main. C'est scandaleux. Je n'ai jamais. La lettre est une contrefaçon, ai-je dit en regardant le juge Alderman. Soumise sous serment à ce tribunal dans le cadre d'une requête de tutelle frauduleuse. Ce n'est pas seulement un vol, votre honneur. Selon la section 37.02 du Code pénal du Texas, il s'agit d'un parjure aggravé. Et selon la section 32.46, c'est un crime au premier degré pour avoir obtenu l'exécution d'un document par tromperie impliquant une valeur supérieure à $300 000. Le juge Alderman a fixé Curtis pendant un long moment. Monsieur Hamley, a-t-il dit calmement. Avez-vous préparé ce document? C'est. Urti transpirait à travers sa chemise. On pouvait voir les taches sombres s'étendre sous ses bras. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les métadonnées portaient ses empreintes partout. Diane s'est retournée contre lui instantanément. Il m'a dit que ça passerait, a-t-elle sifflé en pointant Curtis du doigt. Il a dit que personne ne vérifierait. C'était son idée. Curtis a tressailli comme s'il avait été giflé. L'alliance s'est effondrée en temps réel.
deux voleurs dans un bateau qui coule, chacun essayant de jeter l'autre par-dessus bord. Je ne voulais pas cela, a dit Diane en se tournant vers le public. Sa voix s'est brisée. Elle essayait de pleurer, mais cela ne fonctionnait pas. Le masque était trop tombé. Tu as gardé son argent, ai-je dit. C'est ce que tu as gardé. Le juge Alderman a de nouveau levé la main. Il a pris une longue inspiration, puis a parlé sur le ton d'un homme prononçant un verdict qu'il avait déjà arrêté. Ce tribunal ne trouve aucune preuve d'incapacité mentale de la part de la défenderesse, mademoiselle Callaway. La requête de mise sous tutelle est rejetée avec interdiction de la représenter. De plus, ce tribunal renvoie l'affaire du document falsifié et de la requête frauduleuse au bureau du procureur du district du comté de Harris pour une enquête criminelle. Il a regardé directement Diane. Madame Callaway, je vous suggère fortement de retenir les services d'un avocat pénaliste distinct. Monsieur Hamley ne pourra pas vous représenter car il semble être le sujet de la même enquête. Il a marqué une pause. Et mademoiselle Callaway, la plus jeune? Oui, votre honneur. Vous avez mentionné que les transferts ont traversé plusieurs juridictions étatiques. Les sociétés écrans au Wyoming, le courtage au Texas, l'appartement à Galveston financé par des virements bancaires interétatiques. Oui, votre honneur. Il a hoché la tête lentement. Alors je vais également faire un signalement au procureur des États-Unis pour le district sud du Texas. Cela pourrait être qualifié de fraude télématique interétatique. Le visage de Diane est devenu complètement vide. Ni en colère, ni effrayé, vide. La vacuité de quelqu'un qui vient de réaliser que le piège qu'il avait tendu était en fait tendu pour lui-même. Je me suis assise. Mes mains ne tremblaient pas. Mon rythme cardiaque était régulier. Je me sentais comme on se sent après avoir terminé un marathon. Épuisé, mais l'esprit clair, comme si chaque kilomètre en avait valu la peine parce qu'on pouvait enfin s'arrêter de courir. La salle d'audience s'est vidée lentement. Tante Colette m'a approché dans le couloir. Elle pleurait. Ma chérie, a-t-elle dit, je ne savais pas. Elle nous a dit. Elle a dit que tu étais. Je sais ce qu'elle a dit, ai-je répondu. Je n'étais pas en colère contre Colette. Je comprenais. Les narcissiques ne se contentent pas de manipuler leurs victimes, ils manipulent les témoins. Ils construisent une réalité alternative si convaincante que même les bonnes personnes s'y retrouvent piégées. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a-t-elle demandé. Parce que j'avais besoin que vous la croyiez, ai-je dit. Si vous aviez douté d'elle, elle aurait changé son plan. Elle avait besoin d'un public complet. Elle avait besoin que tout le monde dans cette salle d'audience acquiesce. C'était la seule façon pour elle de se sentir assez en confiance pour aller jusqu'au bout de la requête. Et la requête était la seule chose qui permettait d'inscrire la contrefaçon au dossier du tribunal sous serment, là où elle devient un crime. Colette m'a dévisagé. Tu as planifié tout cela. J'ai planifié cette possibilité, ai-je dit. Il y a une différence. Je suis sorti sous le soleil de janvier. Houston en hiver est étrange, assez froid pour porter une veste, assez chaud pour vous rappeler que le printemps arrive. Je me suis tenu sur les marches du tribunal et j'ai pris la plus profonde inspiration que j'ai prise en 14 mois. 3 semaines plus tard, Diane a été inculpée de 6 chefs d'accusation, vol de succession, contrefaçon, parjure aggravée, obtention d'un document par tromperie, blanchiment d'argent et un chef d'accusation fédéral pour fraude télématique. Curtis Hamley a été inculpé séparément de 3 chefs d'accusation, dont complot et falsification d'un dossier gouvernemental. Trevor Fisk, le petit ami, a été désigné comme co-conspirateur non inculpé. L'appartement de Galveston a été saisi. Le compte de courtage a été gelé. Chaque dollar de ces sociétés écrans a été réintégré dans la fiducie. Diane a payé sa caution. Elle m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais entendre ce qu'elle avait à dire. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle dit. Sa voix était monocorde. Pas de larmes, pas de performance, juste du venin. Non, Diane, ai-je dit. Tu as construit une maison sur le terrain de quelqu'un d'autre. Je me suis simplement présenté avec l'acte de propriété. Elle a raccroché. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué 3 autres numéros qu'elle a essayé la semaine suivante. Les narcissiques ne s'arrêtent pas quand ils perdent. Ils changent simplement d'angle d'attaque.
Mais j'avais fini d'être une cible. J'ai vendu la maison au bord du lac à Conroe. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer un fonds de bourse d'études au nom de ma mère dans son ancienne université, Prairie View à N. Monsieur ma mère avait été une étudiante de première génération. Elle aurait aimé savoir que son nom ouvrait des portes à d'autres femmes. J'ai gardé la fiducie. Je l'ai restructurée, j'ai licencié l'ancien conseiller financier qui avait été trop amical avec Diane et j'ai engagé un fiduciaire qui ne rendait compte qu'à moi seul. J'ai emménagé dans un véritable appartement. J'ai adopté un chien, un bâtard de refuge à 3 pattes nommé Verdict, parce que je trouvais cela drôle, et mon thérapeute a dit que l'humour était un mécanisme d'adaptation sain. Tante Colette et moi déjeunons ensemble une fois par mois maintenant. C'était gênant au début. Elle portait beaucoup de culpabilité pour avoir cru Diane, mais je lui ai dit ce que mon thérapeute m'avait dit, que la culpabilité n'est utile que si vous la transformez en quelque chose. Colette a commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique qui aide les personnes âgées victimes de fraude. Elle est douée pour cela. Elle a une manière douce de s'asseoir avec des gens qui ont été trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance, probablement parce qu'elle comprend ce sentiment maintenant. L'affaire a mis 11 mois à passer par les tribunaux. Diane a accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès. Elle a été condamnée à 6 ans de détention dans l'État et à 2 ans de liberté surveillée. Curtis a été condamné à 3 ans et a été radié du barreau. Trevor Fisk a coopéré avec les agents fédéraux et a été condamné à 18 mois d'assignation à résidence, ce qui, étant donné que les agents fédéraux avaient saisi l'appartement, signifiait qu'il était confiné dans la chambre d'amis de sa mère à Beaumont. Il y a une poésie dans ce genre de fin qu'aucun écrivain n'aurait pu inventer. Le jour de la condamnation de Diane, je ne suis pas allé au tribunal. Je n'avais pas besoin de regarder. Je n'avais pas besoin d'une conclusion venant d'une salle d'audience. J'avais déjà obtenu la mienne le jour où je me suis levé et j'ai ouvert ce classeur. Au lieu de cela, je suis allé sur la tombe de ma mère. Elle se trouve dans un petit cimetière du côté sud de Houston, sous un chêne vert qui laisse tomber des glands chaque automne. Je me suis assise sur l'herbe et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la fiducie, de Diane, de la contrefaçon, de Verdict, le chien à 3 pattes. Je lui ai dit qu'elle me manquait tous les jours et que j'étais en colère qu'elle ne soit pas là pour me voir me défendre. Et puis je lui ai dit la chose que je n'avais jamais dite à voix haute à personne. Je lui ai dit que pendant 5 mois, alors que je traquais le vol de Diane, alors que je construisais mon dossier, alors que j'étais assise en face de cette femme lors des dîners de famille et que je souriais, j'étais terrifiée. Chaque jour, je n'étais pas courageuse. Je tremblais intérieurement. Je me réveillais à 3:00 heure du matin, le cœur battant, me demandant si je faisais une erreur, me demandant si elle allait s'en apercevoir, me demandant si la famille me croirait un jour. Mais je l'ai fait quand même. Non pas parce que je suis sans peur, mais parce que j'ai décidé que la peur n'était pas une raison suffisante pour laisser quelqu'un prendre ce que mon père avait bâti et ce que ma mère avait béni. Les gens pensent que la force est l'absence de peur. Ce n'est pas le cas. La force, c'est savoir que la personne en face de vous vous ment droit dans les yeux et choisir de rester assis là, de manger votre dîner et d'attendre, parce que vous savez que la patience est la seule arme qu'il ne voit jamais venir. Diane était bruyante. J'étais silencieuse. Elle était rapide. J'étais lente. Elle jouait pour la foule. Je m'en tenais aux preuves. Et quand le rideau est enfin tombé, le public a réalisé qu'il avait regardé le mauvais personnage pendant tout ce temps. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter de la sympathie. Je la raconte parce que quelque part, en ce moment même, quelqu'un est assis à une table de cuisine à 2:00 heure du matin, fixant des relevés bancaires qui ne correspondent pas, se demandant s'il est fou. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas paranoïaque. Et vous n'êtes pas seul. Documentez tout. Ne le dites à personne. Et le moment venu, entrez dans cette pièce avec votre classeur et vos mains fermes, et montrez-leur exactement qui ils ont sous-estimé. La paix n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose que l'on construit, page après page, dans un dossier qu'ils ne voient jamais.